vous avez choisi de ne pas apparaître à visage découvert. Vous avez demandé que votre voix soit elle aussi masquée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi? En effet. Ce que je souhaite dire, c'est trop important pour que je puisse me permettre de le faire autrement que de manière anonyme. Je ne souhaite prendre aucun risque concernant ce que j'ai à révéler quant à mon travail. Vous nous avez contacté en fournissant une liste impressionnante de détails et en nous expliquant brièvement votre rôle au sein d'une cellule directement liée aux plus hautes instances de l'État français. Vous pourriez nous expliquer quel est votre rôle? Je suis d'abord militaire. Je veux exercer mon droit d'expression malgré mon devoir de réserve en dénonçant ce que je sais, afin que les Français apprennent ce qui se passe au niveau de l'État. Je travaille depuis plusieurs années dans une cellule spéciale qui est dédiée à la collecte électronique de renseignements. Les informations que nous collectons sont directement transmises au sommet de l'État où ensuite elles sont traitées. Je suis lié à une unité secrète de surveillance, en quelque sorte, on pourrait dire que je suis un hacker. Alors en français on dirait un pirate informatique, mais c'est pas une très bonne expression, parce que le rôle d'un véritable hacker, c'est précisément de s'introduire partout là où les accès sont limités, voire interdits. Je suis un hacker gouvernemental. Mon patron, c'est l'État. Et mon travail, c'est uniquement la récolte de renseignements, la surveillance. Mon travail est officiel en qualité de militaire, bien sûr, mais mes activités ne sont pas forcément très légales. C'est d'ailleurs ce qui m'a motivé pour vous contacter et pouvoir en parler. Il y a quelques mois, par exemple, le grand public apprenait que la CIA et la NSA, après avoir mis la France entière sous écoute, nous avaient donné accès à la technologie dont ils disposaient. Il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que des personnes chez nous soient formées et prennent en main les outils qui nous étaient offerts. En théorie, pour mettre un téléphone sur écoute, la personne qui conduit l'enquête doit travailler dans le cadre d'une commission rogatoire, c'est-à-dire obtenir une autorisation d'un juge d'instruction, d'une autorité. Et ça n'est accordé que sur les bases d'un dossier solide de présomption d'activité illicite ou dangereuse. Ce qui provoque ma révolte aujourd'hui, c'est de savoir que des renseignements critiques ont été collectés et que leur communication a été volontairement classée verticalement. Ils ont atterri à la poubelle, ou de toute façon ils n'ont pas été communiqués aux services compétents, spécialisés pour empêcher certains attentats, alors que nous disposions de toutes les infos depuis des mois. Ça a coûté quand même très cher à la France et à ses citoyens. Les événements du 13 novembre 2015, ces massacres auraient pu être évités. On avait suffisamment d'informations pour piéger les terroristes et empêcher divers attentats. Bizarrement, seul l'attentat contre Hollande au Stade de France a été déjoué. Je suis pas le seul à m'être posé la question. Tout le monde au sein du service, même la presse, s'est demandé pourquoi les terroristes du Stade de France se sont fait exploser dans des endroits peu fréquentés, alors qu'ils auraient pu faire une hécatombe en se faisant simplement exploser dans le métro, dans un cinéma ou dans une boîte de nuit. Les forces d'intervention surveillaient tous les membres de ce petit groupe d'action grâce à nos informations. Les déplacements, les téléphones avaient été écoutés. On avait des photos de chacun des terroristes. On savait également que les explosifs avaient été commandés et livrés, que des ceintures d'explosifs avaient été préparées. On avait tout ce qu'il fallait. Ils ont manœuvré pour empêcher que les terroristes entrent dans le stade et s'approchent du président Hollande. Et ils les ont littéralement téléguidés. Et dès qu'ils ont été à bonne distance et dans des lieux isolés, les techniciens ont télécommandé les explosions, non pas pour faire une hécatombe, mais uniquement pour tuer les terroristes présumés. Grâce à nos informations, et surtout grâce à une tactique judicieuse des services d'intervention. Il en reste malgré tout un qui connaît certainement les subtilités du montage, et qui lui est gardé au secret dans une cellule bien fermée. Ce serait intéressant que ce garçon puisse parler et révéler ses liens avec certains services français. On l'avait suivi dans son petit tour d'Europe,
suis passé Belgique, Autriche, Allemagne, Paris. On avait la liste de ses contacts, ses fournisseurs, ses planques, la liste des cibles potentielles qu'ils avaient étudiées. On avait intercepté une majorité de leurs communications. Il y a eu un rapport qui a conclu que leur action était imminente. Ce qui me semble scandaleux, encore une fois impardonnable, c'est que rien n'a été fait pour empêcher le massacre du Bataclan et de la brasserie. On savait qu'ils préparaient des attaques simultanées sur plusieurs lieux le 13 novembre. Et maintenant, qui a bloqué le transfert de dossier du dossier complet? Pourquoi je ne sais pas. Ce qu'il faut croire que seul l'avis du président a de l'importance. C'est plus haut que les données sont filtrées dans les hautes sphères de l'État. Et on a laissé redescendre vers les groupes d'intervention ce qui était utile pour protéger le Stade de France et le président Hollande. De même, on avait eu connaissance bien à l'avance de beaucoup de détails sur la préparation de l'attentat de l'hypercachère. On avait identifié Koulibaly et ses complices. On connaissait ses points de chute, ses amis, ses fournisseurs. Là aussi, il y avait une liste précise de ses objectifs, dont l'hypercachère, entre autres. Mais ce dossier a effectivement été traité par ma hiérarchie et l'État, et après, plus rien, quoi. Alors pourquoi les informations ont été bloquées? Par qui? Dans quel but? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas agi avant des attentats? C'est rien à côté du reste et de ce qui se prépare. Il y a eu, comme vous le savez, les attentats de Bruxelles. Là, je sais parfaitement que tous les acteurs connus aujourd'hui, encore une fois, on les avait fichés, classés. Ils étaient tous surveillés par notre cellule. Il y avait un énorme dossier sur leurs préparatifs, car ils étaient en contact avec plusieurs islamistes actifs en France. On savait où et par qui ils ont reçu les explosifs. Qui a bloqué le dossier? Est-ce que c'est en France ou en Belgique? Je n'en sais rien. Je suis sûr qu'il y a une suite à chacun des rapports que nous transmettons, mais pas forcément celle à laquelle on pourrait s'attendre. Les exemples que je viens de vous décrire sont parmi les plus sinistres. Il en existe beaucoup d'autres qui rappellent malheureusement les heures sombres de la stratégie de la tension dans l'Italie des années 70. Ça finit malheureusement toujours par un extraordinaire exercice de communication médiatique où les politiciens ou le politicien du jour va apparaître comme un héros, quoi. Pour que quelques mégalomanes, je dirais, nous volent notre démocratie. Un tout petit cercle, tout petit nombre au sommet de la pyramide. Des dossiers perdus dans les couloirs des administrations ou dans les antichambres des palais de la République, c'est pas nouveau, c'est pas quelque chose de récent, ça a toujours existé. Mais ce qui se passe maintenant, je crois que c'est beaucoup plus grave. Maintenant, je crois qu'on attaque directement la démocratie. En gros, la révolution de 1789 n'aura servi à rien. On a aujourd'hui un petit club de politiciens véreux qui se perpétuent dans le pouvoir, avec un semblant d'alternance, d'opposition fictive, mais finalement, quand on regarde bien, il règne de manière aussi peu démocratique qu'un Louis XIV ou un Saddam Hussein. Je peux malheureusement rien faire de plus que ce que j'ai décidé de faire avec vous, de témoigner. Nous sommes payés par l'État en qualité de militaire. On n'a aucune fonction qui apparaisse officiellement dans un quelconque organigramme d'État. J'encourage quiconque, et surtout les militaires, les policiers, qui disposent d'informations comme moi sur ce sujet, à se questionner et à faire un choix entre leur devoir de réserve et leur responsabilité de citoyen, d'homme. Tout simplement, je leur dirais, défendez votre démocratie parce qu'elle est en danger.